Merci à tous les quatre d'avoir bien voulu accepter de participer à ces tables rondes. On se disait aussi en préparant ces tables rondes, enfin ou plus largement cette étude, cette actualisation d'études sur le marketing, qu'il y a beaucoup de livres de recettes sur le marketing et que finalement on parle rarement des métiers du marketing, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui y travaillent, sachant que c'est une profession qui est plus féminisée que la moyenne, même si la composition de la table ronde n'en rend qu'imparfaitement compte. On en est désolé. Donc on parle finalement relativement peu souvent des métiers du marketing et on voit que c'est un vrai sujet parce que ça foisonne. Je vous ai présenté finalement très rapidement, mais ce que j'aimerais c'est qu'on aille un petit peu plus dans le détail de ce que vous faites, de vos fonctions, avec peut-être une mise en perspective, parce que vous avez eu plusieurs vies professionnelles, pour nous dire ce que vous faites aujourd'hui en détaillant davantage les choses. Je propose, Marc, je te propose de commencer à répondre sur cette question. Bonjour et merci Norbert pour cette question. Elle est très ouverte, elle parle des vies antérieures. Donc peut-être effectivement, moi je suis tombé dans l'assurance et le marketing en même temps, en 1987, rue de Londres. Et sous mes pieds, il y avait la cave où se créait quasiment Europe Assistance. Et j'irais autour de nous, il y avait les écrans télé. À l'époque, c'était la 5 sur lesquels on passait des spots de marketing direct. Et je dois dire que personnellement, c'est ce lien dont parlait François tout à l'heure qui m'a impressionné. Ce lien avec le client, avec une innovation qui est en train de naître sous vos pieds et qui lui permet de revenir du bout du monde vers chez lui avec une famille plus ou moins en bonne santé. Et à côté, les spots où on était capable, dans la seconde qui suivait le spot, de voir combien on avait d'appels, si c'était un spot qui passait malheureusement un après-midi où c'était les enfants qui appelaient le numéro vert, etc. etc. J'ai essayé toute ma vie, professionnelle dans l'assurance, de garder ce lien entre, le client direct qui réagit et le client qu'on invite à consommer une nouvelle offre. Pour répondre directement à la question, ce que je fais aujourd'hui, donc je suis au pôle expérience client Covea. Et après avoir, au sein des MMA, accompagné la mutation des métiers du marketing avec 4 postes différents, donc je vais les prendre dans l'ordre, hein, c'est comme le quartet. Création des politiques clients, création d'un pôle écoute client qui allait des études aux réclamations, création d'un poste voix du client qui consistait à partager l'entreprise, la voix du client, et donc aujourd'hui expérience client. Donc on voit que le client est toujours partie prenante de l'affaire, mais que la localisation, le barycentre de ce que l'on fait dans l'entreprise et le contenu aussi évolue. Merci Marc. Jean-Marie ? Oui. En fait, moi j'abonde dans tout ce qui a été dit là depuis ce matin. J'arrive moi de la relation client à l'origine en assistance avec Mondial Assistance, mais j'ai évolué par des fonctions de marketing, produits opérationnels. Quand je suis arrivé chez Allianz, c'était très pragmatique. On avait besoin de personnes digitalisées. Et je suis revenu à la relation client par la force des choses, sans vraiment le vouloir. Mais voilà, j'avais une expérience de base de plateforme vraiment métier industriel. Et là, je refais de la relation client en contact avec des clients au quotidien. Et on en revient toujours là, aux clients, effectivement. Et sur le support digital client sur mon équipe, on est vraiment sur cette interface marketing, techno, client, et puis nouveaux sujets, digitalisation, big data, et tout ça. Alors, je n'avais pas conscience, mais effectivement, on est sur des postes très, très optimistes. Merci. Tania, alors à la fois un avis personnel par rapport aux fonctions que vous occupez et puis en tant que présidente du club Banque Finance Assurance, c'est peut-être une vision un petit peu plus large de ce qui se passe dans l'univers de l'assurance en matière de métier de marketing.
Oui, effectivement. Donc, déjà, je suis ravie de participer à la table ronde et d'être la présence féminine. Nos métiers sont très féminins au niveau du marketing. Alors, d'un point de vue expérience personnelle, donc moi, j'ai toujours grandi dans l'assurance et le marketing. D'abord les offres, le marketing opérationnel, le marketing stratégique et même la communication. Donc, j'interviens aujourd'hui en tant que coprésidente du club Banque Finance Assurance de l'ADTEM. Et d'un point de vue fonctionnel, donc je suis actuellement directrice communication, internet et marketing au sein de la France Mutualiste, et effectivement une mutuelle pas soumise par le code des assurances. Mais ça, je l'ai pas dit. Alors moi, de ce que j'entends finalement, et c'est ce que je me dis aussi, c'est que le métier de marketeur, il est assez simple. Quel est notre rôle? C'est d'être la voix du client au sein de notre groupe, de notre entreprise, et bien sûr de contribuer au développement de notre entreprise. Donc aujourd'hui, tout ce qui est digital, vous comme moi, on est tous clients. Le digital, c'est une norme. C'est normal dans nos habitudes de consommation, dans nos recherches, dans nos modes de communication. Donc, en tant que client, c'est normal. En tant que marketeur qui représente le client et qui est client, c'est tout à fait une norme qui est à intégrer dans nos métiers. Dans nos différentes productions, dans nos différents travaux au niveau de l'Observatoire, on l'entendait dans les propos de Laurent, enfin je l'interprète comme ça, c'est une espèce d'inversion du rapport de force entre l'offre et la demande, même si, une fois encore, ça reste relativement caricatural. On a le sentiment que une des difficultés du marketing, c'est à la fois de passer d'une logique de masse à une logique beaucoup plus singulière, beaucoup plus personnalisée, et puis véritablement, même si l'état d'esprit prédomine depuis longtemps dans le marketing, mais on a l'impression que cette fois-ci on part véritablement du client et on essaie de remonter toute la chaîne de fabrication. Laurent, si tu veux rajouter un mot sur ce point-là, j'ai bien compris l'idée. Oui. En fait, historiquement, c'est toujours été la grande bagarre entre le marketing de l'offre et le marketing de la demande, puisqu'en fait, initialement, le marketing, c'était tout sauf du marketing. On faisait des produits, les ingénieurs, les gens concevaient des produits, puis ensuite on demandait à des gens de le vendre. Et un jour, on s'est aperçu que ça fonctionnait plus. Vous savez, la vieille idée de Ford comme quoi les clients avaient le choix entre tout pourvu que ce soit une voiture noire et qu'elle soit le modèle T. Donc on a commencé à se poser des questions et à regarder les consommateurs. Et c'est là qu'est né le marketing de la demande, où on faisait des produits adaptés aux consommateurs. Le seul problème, c'est qu'avec la rupture amenée par Internet et l'Internet mobile, il y a des tas de nouveaux produits, de nouveaux services qui sont arrivés auxquels personne ne pensait, et donc les consommateurs, face auxquels les consommateurs n'avaient pas d'attente. Lorsque dans les années 90, on demandait à un consommateur qu'est-ce qu'il pensait d'un téléphone qui permettait de téléphoner dans la rue, je disais, mais vous êtes débile ou quoi? Ça servira à quoi? Bon. Parce que, oui, les consommateurs ne pouvaient pas se projeter. Et donc, il y a un gars qui a fait énormément de mal au marketing, c'est Steve Jobs. Parce que lui, pas besoin d'études, il savait. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de gens qui pensent qu'ils se croient aussi capables que Steve Jobs. Le seul problème, c'est qu'il y en a très peu de Steve Jobs. Et donc, il y a des tas de gens qui font des produits, mais sans se poser des questions si le consommateur va les acheter. Et après, on s'étonne juste un petit peu que 90% des startups disparaissent. Peut-être qu'elles s'étaient interrogées sur le consommateur de temps en temps, et elles auraient fait des produits qui n'auraient pas seulement intéressé les financiers pour faire les premières et deuxièmes levées de fonds, mais qui auraient aussi intéressé les consommateurs pour un jour les acheter. Oui, c'est vrai que quand on traduit Steve Jobs en français, ça nous donne Pôle emploi, donc forcément, c'est plus du tout la même chose. On disait donc le marketing, donc un métier multifacette. Merci de me l'avoir permise. J'aimerais qu'on revienne aussi sur cette expansion des domaines, des territoires d'intervention du marketing qui deviennent autant finalement, ou qui vont devenir autant de zones de spécialisation et peut-être de métiers à terme. En préparant cette conférence, je me tourne plutôt vers Jean-Marie qui me parlait de tout ce qu'il voyait autour de lui lié alors à la révolution digitale, mais enfin ce qu'on disait, le digital c'est quoi? Ce sont des technologies, ok, ce sont des moyens de communication, c'est un environnement
l'environnement général, hein, qui va jusqu'à modifier, ça a été dit également, des habitudes de consommation. Donc c'est à la fois de la technique, c'est à la fois des évolutions sociétales, démographiques, bref, c'est un grand maelstrom. Quid dans ce périmètre-là où vous intervenez, vous, plus particulièrement? Sur Allianz, comme beaucoup d'autres entreprises, il y a une grande stratégie de self-care. On pousse les clients vers l'espace client, on offre des services sur l'espace client et les gens peuvent faire eux-mêmes plein de choses sans avoir besoin de nous solliciter et de solliciter nos plateformes. Sauf que typiquement, voilà, ça tombe au marketing. On met en place un front office pour gérer les problèmes que ça génère, problèmes d'accès, de mots de passe, de bugs ou de je comprends pas comment ça marche, aidez-moi parce que je suis pas digital du tout. Donc il y a une grande plateforme, mais industrialisée, elle va gérer une grande masse de contacts clients relativement simples. Mais la complexité est telle maintenant avec l'offre de self-care et de digitalisation que moi, mon combat intérieur, entre guillemets, c'est de montrer qu'on a besoin d'un niveau 2 avec des compétences extra étendues. Et c'est là où, sur ce niveau 2, on est vraiment en interface entre les collègues marketing qui conçoivent, qui montent, les collègues marketing qui codent, parce que maintenant les codeurs ils sont au marketing, ils ne sont pas forcément à l'IT ou prestataires, et puis les équipes métiers de l'assurance, parce que les appels, les contacts clients, ils tombent à la gestion, à l'indemnisation, sur les plateformes de souscription, et on essaye de ramener tout ça vers un espèce de front office et d'un niveau 2 techno et marketing. Et on a besoin d'une compétence marketing, client, et puis IT en même temps. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on voit apparaître depuis quelques années. Ce besoin fort de compétences un peu croisées et d'expérience. De temps en temps, j'arrive à recruter dans l'équipe. Mais quand on recrute, une des premières recherches, c'est quelle est ton expérience dans l'entreprise? Qui tu connais? Quel est ton réseau interne? Parce qu'on a besoin on va tellement loin dans les profondeurs de l'organisation qu'on a besoin de gens qui connaissent très bien l'entreprise. Donc il y a une expertise techno et il y a en même temps une expertise humaine du métier de l'entreprise, de la culture aussi de l'entreprise. C'est très spécial et c'est assez intéressant en fait. Oui, au niveau d'une forme d'hybridation effectivement derrière. Quelqu'un veut rebondir sur ce sujet? Je voulais opiner les uns et les autres. Effectivement, donc ce qui est difficile, c'est que le marketeur, c'est Shiva. Donc il doit savoir tout faire. Ce qu'on voit en fait dans les frontières métiers, souvent en recrutement, on se dit le webmaster. Le webmaster, je vais le mettre où? Je le mets en informatique, je le mets en marketing, l'UX designer, celui qui va faire le parcours client au sein du front ou au sein de l'espace client, je le mets où? Donc toutes ces questions-là, alors, on n'a pas forcément les réponses. Moi-même, j'ai changé plusieurs fois les organisations au sein de ma direction et ce qui a impacté les directions informatiques, voire même les directions commerciales, c'est qu'on veut ce mouton à 5 pattes qui sait vraiment tout faire, qui sait coder, qui comprend en fait les langages, les algorithmes aussi de Google qui changent tous les jours, qui sache faire du référencement naturel, mais qui sache aussi comprendre le client et puis qui comprend les études. Et puis s'il pouvait aussi faire des études, on aimerait bien. Donc c'est vrai que ces frontières sont pas forcément évidentes, ce qui est compliqué en termes de recrutement. Et ce que j'ai noté tout à l'heure dans ce qui était présenté dans le retour d'études, c'est vrai qu'on regarde un profil, on se dit qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Qui connais-tu au sein de l'entreprise? Comment tu vas pouvoir interagir avec les autres? Et qu'est-ce qui t'intéresse? Est-ce que tu es curieux? Et à partir de là, on fait notre bon marketeur. Est-ce que le premier client du marketeur, finalement, c'est pas son collègue du métier d'à côté? Oui. Ah oui, complètement. Complètement. On a besoin on a des cas d'une telle complexité qu'on a besoin, on ne peut pas tout régler, on a besoin des autres.
et donc d'une forte relation. Sur un nouveau projet, par exemple, sur une appli d'assurance à la demande, la première chose qu'on demande quand on est sollicité, nous, en tant que support, donc une fonction un peu SAV, post-vente, machin, c'est après, on s'en occupe pas trop. Maintenant, on a réussi à faire rentrer dans l'esprit de nos collègues conception, dans les écosystèmes de ce qu'on appelle les écosystèmes dans Allianz, donc des plateformes transverses, qui doivent nous solliciter, nous, grâce à pour bénéficier de notre expertise client SAV. Et donc, quand on est sollicité, la première chose qu'on demande, c'est, alors, on comprend le truc, maintenant, on a besoin de savoir qui fait quoi, qui sait quoi faire dans le produit en termes de métier assurance et en termes techno, et on demande à les rencontrer. Donc, les collègues sur l'équipe indemnisation qui vont gérer ce sujet-là, on se met en contact avec eux, on a un réseau social interne, c'est la première chose qu'on va faire. On va rencontrer le collègue du marketing qui code l'appli. Parce qu'on va se rendre compte qu'en fait, il est tout seul à faire ça. Donc tous les gens qui ont des problèmes d'accès, de mot de passe, si on n'y fait pas attention, c'est lui qui va être sollicité. Or, alors il est super codeur, super marketeur, infichu de parler à un client correctement. Pas de bol. Et puis il est tout seul, donc il faut que nous, on puisse prendre le choc de la sollicitation client du SAV pour lui permettre, lui donner du retour. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, je ne sais plus à qui, on récupère tout ça et nous on construit un corpus de comment les gens parlent de l'appli. Comment ils disent que ça ne marche pas. Ça commence toujours par « ça ne marche pas ». Alors nous on est en mode « bon, vous avez un téléphone, vous avez Internet, vous êtes client ». Ok. Maintenant, on commence à regarder. On détaille le process comme sur une plateforme un peu, une hotline informatique. Vraiment, ça commence comme ça. Mais on note tout. Et on donne ça derrière à l'équipe qui conçoit, parce qu'on leur dit, les clients, ils parlent comme ça, ils ont tel type de problème. Et le truc que vous pensiez, ça, c'est pas un sujet, bah, c'en est un. Alors que ça, par contre, ça tourne, pas de problème, on vous confirme, on n'a pas le... Donc oui, on a besoin d'un contact extrêmement fort, dense, avec toute une palette de collègues en interne. Je veux rebondir aussi sur ce que dit Jean-Marie et puis ce que tu disais. Moi, je pense que dans l'entreprise, le marketing, il a deux types de collègues. Tous sont nos clients. Il y a des collègues qui ont directement le client comme client. Et puis, il y a les autres qui ne l'ont pas. Alors, on a beau dire ce qu'on veut avec les 2 ou 3 niveaux pour avoir le client, etc. Pour moi, beaucoup de choses se passent aujourd'hui avec le digital et l'impact que ça peut avoir en interne sur la vie du collaborateur, l'organisation de l'entreprise. Tout se passe comme si le marketing a délégué quelque part ou distribué le marketing aval. Le client notre client interne, collaborateur qui a le plus de clients, le plus d'impact sur le business, c'est le commercial, et on lui a donné un package marketing qui s'appelle marketing distribué, qui s'appelle ce que l'on veut, et qui a délégué le marketing, et qui lui permet d'avoir, l'effet magique marketing avec un claquement de doigts. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le client diffuse partout, et le collaborateur d'un plateau, comme le disait très bien Jean-Marie, par un claquement de doigts, il veut qu'un taxi lui apporte l'information client dont il a besoin, lui apporte l'information marketing qui va donner un petit peu de sens à ce qui vient de se passer ou à ce qu'il est en train de préparer. Et si le taxi n'arrive pas dans les 5 minutes, on est à l'ère du digital. Voilà. Donc la question c'est, est-ce que une équipe, une direction, une division marketing, appelons comme on veut, est capable de couvrir, avec de l'intelligence artificielle demain, des algorithmes, ces demandes de taxi qui naissent un peu partout dans l'entreprise. Donc je pense qu'il y a du marketing distribué à imaginer pour tous les collègues dans l'entreprise, mais je suis absolument convaincu que ça ne sera pas tout digital, parce qu'effectivement, un collaborateur vient d'entreprise pour faire autre chose que de l'interface. Ce qu'on a proposé à nos clients pour gérer la servuction, pour le self-care, c'est pas ce que le collaborateur attend forcément dans l'entreprise. Donc,
c'est le réseau, c'est l'influence, c'est un travail, je dirais, permanent, relationnel, et c'est cette dimension-là qui fait la différence aujourd'hui. Je prends un autre exemple aussi sur la formulation de la table ronde, les métiers du marketing avec un grand thème. On a l'impression que soit c'est le bouquin de Kotler, soit c'est une grande direction de l'entreprise. Je pense qu'on peut mettre un petit thème. Parce que dans nos collègues, typiquement les collègues dont je parlais, les personnes qui n'ont pas le client en front, on a par exemple des organisations projets. Aujourd'hui, avec les flex office ou avec les DSI, on a des gens qui changent de bureau ou qui changent de collaborateur, d'équipe tous les 6 mois. Sans parler de bureau tous les jours ou presque. Donc c'est difficile d'avoir une localisation géographique et organisationnelle de l'activité. En revanche, si je suis un projet, nous par exemple l'expérience client, l'idée c'est de dire, d'être influenceur, d'être, coordinateur, dans l'idée de dire si tu as un projet qui tourne par exemple autour de la correction des irritants, c'est très bien d'avoir chopé tes irritants. Mais comment tu vas choper entre guillemets de la voix du client maintenant dans ton projet pour tester ce que tu vas tester, ce que tu vas imaginer, etc. Laurent, un petit rajout ? Oui, en fait, un des problèmes, c'est que les entreprises sont encore sur la forme des vieux modèles, c'est grosso modo des taxonomies, ou si tu veux ranger les choses dans des tiroirs. Or, avec Internet, on s'est aperçu que c'est peu comme ça que fonctionne la société en général. Avant, on allait chercher, quand vous allez sur Windows ou sur Apple, vous avez tout dans des répertoires, dans des fichiers, mais quand vous allez sur Internet, vous ne cherchez pas par des répertoires, vous cherchez par des mots-clés. Et donc, peu importe où est rangée la chose, vous vous baladez et vous trouvez. Les entreprises fonctionnent sous forme de tiroirs. Peut-être un peu la faute des DRH, mais pas seulement. Et donc, lorsque vous cherchez un community manager, il est rattaché à la direction de la communication, donc dans un tiroir, qui est dans un tiroir, etc., etc. Sauf que le community manager, c'est lui aussi qu'une certaine forme de connaissance client qui se utile aux études. Ah bah oui, mais c'est pas le même endroit. Alors, soit on duplique les postes, soit on essaie de faire communiquer des gens qui n'ont pas les mêmes enjeux de pouvoir, parce que le community manager qui fait de la com, mais qui a aussi de l'information sur est-ce que la com marche, c'est-à-dire le test de la com, il ne va pas dire ma com ne marche pas. Donc là, on biaise un petit peu. Donc on ne sait pas comment ranger les choses. Et le problème, c'est que c'est la même problématique qui se pose au niveau des directions d'entreprise. Les grands patrons d'entreprise, j'espère qu'il n'y en a pas trop dans la salle, je vais encore me faire des ennemis, ne sont pas habitués non plus à des choses qui sont un peu floues. Et donc, résultat, où est-ce qu'on met un data scientist ? On pourrait se dire, le data scientist, il a une fonction qui se rapproche des études, une fonction qui se rapproche peut-être des choses plus opérationnelles. Donc, résultat, je connais des grandes boîtes françaises où les data scientists sont rattachés directement à la direction générale. Et donc, du coup, on vraiment expliqué dans les services études aussi engager des gens qui ne sont plus des data scientists, parce que les data scientists, ils n'ont pas le droit d'être ailleurs qu'à la direction générale, mais qui font le même boulot. Et donc, résultat, c'est un peu flou et ça perd en efficacité. Et je pense qu'il faudrait trouver le système d'avoir des organisations beaucoup plus fluides, avec d'autres formes de logique qui correspondent aussi beaucoup à l'évolution des mœurs et de la société. Je veux juste réagir sur ce que tu dis parce que je suis absolument d'accord, mais que la fluidité passe aussi par la capacité du manager de lâcher ses perles. Je vais prendre un exemple. Avec un marketing plus dans l'influence, dans le partage, dans la diffusion, tu as quelqu'un aux études qui sait à la fois, je dirais, commander une étude, administrer lui-même quelques parties du terrain, etc., etc., et accompagner cette étude jusqu'à la déclinaison en charte relationnelle avec des équipes plateau, et être la personne qui va démultiplier la voix du client dans un contexte opérationnel sur comment on lui parle, etc., etc. Cette personne-là, par rapport à d'autres qui ont été recrutés sur un profil strictement étude, quand tu l'as dans ton équipe, tu as du mal à la faire partir. Enfin, la voir partir. Tant qu'on est sur le data scientist, oui, juste une remarque par rapport à ce qu'on a pu entendre dans les différents ateliers métiers qu'on a conduits l'année dernière, parce qu'on en a entendu parler dans plusieurs familles de métiers, le marketing, mais pas seulement. Mais un point qui ressortait, c'est que à chaque fois, on l'a cité tout à l'heure, c'est ce besoin finalement d'une culture hybride, à la fois une culture de la donnée, et puis à la fois un autre métier d'appartenance qui correspond à une autre finalité à satisfaire. Concrètement,
si on demande à un actuaire dont le métier principal est de tarifer correctement dans le respect des règles prudentielles, de changer ces variables de tarification et d'adopter désormais des variables qui sont plus pour rendre compte du comportement face au risque dans une dimension prédictive. On ne change pas la finalité, mais les techniques utilisées autour des data science et avec une approche différente. Mais il faut cette double culture à la fois des sciences de la donnée et puis du métier d'actuaire. De la même manière, lorsque l'on est RH pour gérer des recrutements ou de la mobilité, des parcours professionnels, il faut à la fois, on peut utiliser finalement les ressources qu'offrent les data sciences, et puis il faut bien évidemment avoir aussi cette connaissance intime de l'entreprise, de son organisation et des métiers qui la composent. Et je pense que pour le marketeur, c'est aussi un peu la même chose. D'où cette question, et puis à laquelle Marc aussi répondait, en disant qu'on a des clients internes et des clients externes, et que le premier des clients, c'est peut-être le gestionnaire sinistre qui a besoin de savoir si la personne qui n'a pas eu de chance, il faut lui proposer les services d'une entreprise qu'on aura présélectionnée pour elle, ce qui l'évitera d'avoir à chercher une entreprise, de faire établir des devis, de se demander si finalement elle n'est pas en train de se faire rouler dans la farine et qu'il va lui rester un reste à charge qui ne sera pas couvert par son contrat d'assurance. Ou alors si à l'inverse, son beau-frère précisément a une entreprise de BTP, dans ce cas-là, on ne va pas lui imposer quelqu'un d'autre, un concurrent à son propre beau-frère. Donc on voit qu'on est dans des situations complexes, différentes, et qui doivent en permanence être adaptées aux finalités d'usage pour lesquelles chacun intervient. Moi j'ai deux réactions sur le silotage. Il y a un truc qui commence à marcher, ça fait plusieurs années, mais là on vient de changer de réseau social interne par exemple, et qui est un petit peu plus facile d'utilisation pour l'expérience utilisateur pour le coup. Et avec ce réseau social interne qui est très ouvert, tout le monde a le droit d'ouvrir une page, enfin pas une page, mais un groupe, d'inviter qui veut. Typiquement, quand je disais tout à l'heure, on essaye de constituer une communauté autour d'un sujet. Et maintenant, ça fait 2-3 fois là depuis 6 mois. Le premier truc qu'on fait, c'est on monte un groupe dans le réseau social interne. Ça casse pas mal le silo et ça permet d'être beaucoup plus réactif et efficace sur la communauté en question. Et la deuxième réaction, c'est par rapport à la voix du client. J'ai une question, c'est pour Marc. Est-ce que tu fais une différence entre des gens spécialisés voix du client et des gens spécialisés voix du collaborateur? On a combien d'heures? Alors la différence entre les gens, je sais pas comment répondre. Je vais pas forcément répondre à la question. Je vais évoquer ce qui moi me tient à cœur, qui est un biais que j'entends souvent derrière le vocable symétrie des attentions. En gros, pour moi, il y a une grande différence entre ce que le digital apporte au client et ce que le digital et l'entreprise apportent aux collaborateurs ou doivent lui apporter. L'exemple des groupes que tu viens de créer. Qu'est-ce qui fait en tant que collaborateur que le soir, je peux dire que ma journée a été bonne? Hier, j'étais avec une personne de la Poste, Delphine Fougère, qui s'occupe de la plateforme collaborative et je dirais participative sur la création d'idées à la Poste, et qui disait, moi, un collaborateur, quand il a fini la journée, s'il peut dire « j'ai enseigné, j'ai aidé un client, j'ai aidé un collaborateur, et j'ai émis une idée pour améliorer quelque chose dans la boîte », j'ai gagné ma journée. Voilà. Le digital, aujourd'hui, n'a pas appris, je pense, aux clients à dire « je suis satisfait de ce qui vient de se passer ». Le digital renforcé de l'offre de l'entreprise en interface, en self-care, dit « Ok, je me suis débrouillé tout seul, ça s'est passé vite, j'aurais appelé quelqu'un, ça aurait pris des plombes, et finalement, j'ai gagné ma soirée pour moi. » C'est pas les mêmes objectifs. Je ne réponds pas forcément à la question, la différence que je fais entre la voix du client, mais considérer, j'irais, le collaborateur comme un client interne jusqu'à décliner une symétrie des attentions qui le mette dans la peau d'un utilisateur et non pas dans le corps d'une équipe, je trouverais que ce serait insuffisant. Maintenant, dans le pôle expérience client, j'ai la chance de jouer sur le mixte, entre guillemets, donc on joue typiquement avec des collaborateurs RH, et on est embarqué ensemble sur des projets qui sont
récolter la voix du collaborateur, entre guillemets, dans des logiques de dynamique, d'efficacité et de bien-être collective. Mettre en place des initiatives à cheval sur la double casquette client-collaborateur, et qui est quasiment une triple casquette quand on est mutualiste, puisqu'on va parler de client, de collaborateur qui est lui-même client éventuellement de l'une des marques ou de marques concurrentes, et qui donc est plus que capable et même redevable à une entreprise dont il est sociétaire et collaborateur de partager ce qu'on pourrait corriger dans l'entreprise et ce que lui a expérimenté ailleurs et qui va nous servir de base. Donc on a des projets, mais je dirais qu'ils ne sont pas forcément dans la symétrie stricte des attentions qu'on pourrait imaginer, qui vont franchir un cran plus loin. Parce qu'on cherche de l'engagement client à travers, quand on est community manager, le nombre de likes. On cherche de l'engagement collaborateur à travers ce que je viens de dire, c'est-à-dire est-ce que j'ai aidé un client, est-ce que j'ai aidé un collaborateur et est-ce que j'ai aidé ma boîte. Tania, vous vouliez intervenir ? Oui, je voulais intervenir. Alors moi, je fais un petit retour arrière, on a un peu de temps. Par rapport à ce que tu disais, Norbert, sur le changement des finalités sur les métiers. Donc ce changement de finalité sur les métiers, il y a beaucoup de notre côté la formation continue qui va jouer son rôle pleinement pour intégrer cette partie de transformation digitale et expliquer que dans tous les métiers, y compris Acturia, parce que tu le citais en exemple, on peut peut-être s'orienter au niveau de data scientist. C'est pas les mêmes techniques, mais il y a vraiment un enjeu de formation. Et un autre point, quand Laurent, tu parlais des silos, des organisations classiques, des boîtes. Ce qui est aujourd'hui assez complexe à mettre en œuvre, c'est la structure de management. C'est si on sort en fait de ce cadre de boîte, est-ce que ça signifie qu'on va avoir un management matriciel? Donc j'ai plusieurs responsables, j'ai plusieurs managers. Est-ce que dans nos organisations, aujourd'hui, c'est quelque chose de gérable? Est-ce que je vais devoir faire 10 entretiens annuels avec 10 responsables différents? Donc il y a aussi toute cette logique-là en termes d'organisation par rapport à cet éclatement de CEO. Je voudrais faire un autre parallèle entre le consommateur et le collaborateur. En fait, le consommateur ou le collaborateur, soit on l'écoute, soit il parle tout seul. Mais de toute façon, il s'exprimera tout seul. Et d'autre part, si on ne l'écoute pas, il zappera. Aussi bien l'un que l'autre. Au niveau de l'expression, un truc assez amusant. J'ai fait il y a quelques années une petite étude, j'allais voir sur les forums ce qui se racontait, sur les gens qui avaient des problèmes d'accidents. Et il y a un gars qui disait comment je dois faire ma déclaration parce que là je ne sais pas trop. Et il y avait un gars qui lui disait tu le fais comme ça parce que sinon tu auras des problèmes et tu seras mal remboursé. Même si ta compagnie dit qu'il ne faut pas le faire comme ça. Et le gars qui lui conseillait de faire comme ça, ce n'était pas un consommateur qui avait un problème, c'était un collaborateur d'une compagnie qui lui disait « Si grosso modo tu ne fais pas comme ça, tu te feras avoir par ma compagnie ». Donc on voit que de toute façon, il y a de l'expression spontanée, à la fois des consommateurs et des collaborateurs, et pas toujours dans le sens de ce qu'on voudrait. C'est pas irrémédiable, il suffit peut-être des fois d'écouter les gens, de leur donner la parole au bon moment, au bon endroit. Ensuite, ils zappent. Alors le consommateur, il zappe, oui, ça veut dire qu'il change d'assureur. Mais les collaborateurs aussi, et en plus, c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte parce que je pense que dans la salle, on est tous d'une génération au-delà des 30 ans. Mais ceux qui ont moins de 30 ans, et j'ai animé l'autre jour une table ronde avec des marketeurs de moins de 30 ans. Mais toutes les références, et qui sont les références d'ailleurs des RH aujourd'hui, toutes les références que l'on a, ils ne les ont pas. C'est-à-dire, grosso modo, ils arrivent dans une entreprise et si l'entreprise ne leur donne pas ce qu'ils veulent, c'est pas qu'est-ce que je fais quand même parce que j'ai besoin de bosser, etc. Non, de toute façon, j'ai pas de problème, je me barre et je ferai autre chose. Et ils zappent à une vitesse folle. Et en plus, je regardais récemment les études de l'APEC, les cadres ne sont pas en sous-emploi. Donc, ils zappent d'autant plus vite. Ce qui veut dire que souvent, les meilleures compétences,
c'est les premiers à partir. Ce qui peut venir des problèmes quand même de réflexion en termes de management. Oui, juste sur ce croisement data scientist et, je dirais, attrait des talents et fidélisation des collaborateurs. Je voulais donner un exemple, partager un exemple. Corélie Jean, qui est une des Françaises dans le top 50 des personnalités mondiales dans Fortune, donc qui est une fille qui a fait le MIT, qui code, etc., me donnait un jour, elle me disait dans l'assurance, vous êtes en niveau maturité sur je dirais les technologies, les sciences de l'information très avancées parce que vous avez été vous êtes mis il y a très longtemps. Donc on s'en aperçoit tous avec les logiques et les besoins de changement qu'on a aujourd'hui de nos systèmes. Mais en même temps, vous avez les problèmes les plus simples à craquer. Langage, vous avez les problèmes les plus simples à craquer. Donc si vous voulez attirer des data scientists aujourd'hui, sachez que vous attirez soit ceux qui ont envie de la jouer cool, soit ceux qui ont besoin de se faire les crocs avant de passer à un stade supérieur. Et ça aussi, ça fait partie de la logique des jeunes, c'est-à-dire de franchir le niveau supplémentaire où je vais avoir plus de points de ceci, plus de points de cela, etc. Et elle me donnait un exemple de boîte qui recrute en disant « Ok, nous on fait un contrat de 5 ans, mais vous ne travaillerez qu'une année chez nous. À la fin de l'année, chez nous, il faut que vous ayez craqué les trucs. Et si vous avez craqué les trucs, vous irez chez machin qui a des problèmes plus importants que nous. Je dirais chez un constructeur automobile qui a des soucis d'optimisation de modèles pour que ça aille plus vite, etc. etc., etc. » Donc ces parcours, on parle de parcours client, ces parcours collaborateurs, avec une montée en gamme qu'on imagine très bien pour nos clients, là pour le coup ça vaut le coup de parler symétrie d'attention. En vous écoutant, on a le sentiment que finalement, il y a bien évidemment des techniques et il faut être de plus en plus fort dans ces techniques. C'est d'ailleurs un point qui était peut-être contre-intuitif par rapport à l'étude qu'on a publiée en décembre dernier. Donc les métiers de l'assurance au temps du digital, on a le sentiment que les techniques digitales, tout ce que l'on met derrière le terme, qui est finalement très vague et très valise, en fait, il y a de plus en plus de techniques, une nécessité d'être plus fort sur la technique, précisément parce que ça a été cité à plusieurs reprises. On travaille dans le cadre d'équipes pluridisciplinaires en gestion de projet parce qu'il y a beaucoup de mobilité interne et que les savoirs se composent de manière empirique et finalement donc ces techniques deviennent plus importantes. Mais le point qui me semble ressortir, il y a 2 points en fait. Il y a à la fois tout ce qui tourne autour du relationnel, du comportemental. Travailler avec l'autre, travailler en équipe pluridisciplinaire, être bon dans la relation et pas uniquement la relation client mais relation collaborateur aussi. C'est un changement de posture finalement qui me paraît être assez radical, vécu alors à la fois par les gens du marketing, mais aussi plus largement dans l'entreprise. Un point qui nous avait marqué lors de notre première étude, c'était les difficultés que pouvaient rencontrer les gens du marketing précisément avec les autres métiers de l'entreprise qui étaient plus historiquement implantés dans le domaine de l'entreprise. Je pense aux commerciaux que tu as cités tout à l'heure. Je pense aux actuaires qu'on a déjà cités, les personnes de la communication, de l'informatique au moment où on mettait en place le CRM. Donc aujourd'hui on parle de big data, on a élargi le propos. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur ces 2 points, à la fois posture et relation avec les autres métiers de l'entreprise? Tania? Personne prenait le micro, alors je le prends. N'osez pas. Alors moi, pour la petite histoire, il y a quelques années, j'avais un collègue qui me dit « Alors, ton métier à toi, marketing, c'est en fait tout ce qui n'est pas fait par la finance, l'actuariat, le commercial. Tout sauf. Voilà, c'est tout sauf. » Et bon, je lui ai répondu la même chose, ton métier aussi. Mais c'est vrai que c'est... Bah oui, effectivement. C'est vrai que à aujourd'hui, même quand on est, moi, en famille, expliquer ce qu'est le marketing, c'est assez complexe, même si je disais que c'était simple. C'est la voix du client au sein de l'entreprise et contribuer au développement. Ensuite, ce qu'on voit par rapport à nos autres collègues, ce qui nous rapproche quelque part, c'est qu'on a besoin, on en parlait avant de débuter la table ronde, de répondre au time to market. Et assez rapidement, ça va vite, ça va vraiment vite. Alors comment on fait? On teste, on apprend, on se plante, on réussit, on revient, on refait. Donc tout à l'heure, Laurent parlait de l'étude sur le téléphone portable derrière qui est
consacré aux médecins. L'étude disait ça. Et pourtant, à aujourd'hui, je pense que vous êtes tous comme moi, c'est jamais sans mon portable. En tout cas, on est une majorité du jamais sur mon portable, donc ça a pris une certaine tournure. Donc, certaines personnes ont parié sur le téléphone portable et ont développé un certain nombre de choses là-dessus. Nous, en tant que marketeurs, on n'est pas obligé de savoir comment ça fonctionne exactement, mais on va réfléchir au cas d'usage. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Qu'est-ce que ça va nous apporter ? Il y a ça, et pour revenir au test and learn, en termes de qualité, c'est aussi savoir être humble. Je dis on peut échouer. Moi, j'aime beaucoup l'exemple de Second Life. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeu où on avait un personnage virtuel qui rentrait, donc on parlait, là ça allait être un grand Big Bang. Il y a quelques grosses sociétés, notamment dans les assurances, qui sont rentrées dans Second Life. Aujourd'hui, en 2019, je ne sais pas où en est Second Life, mais j'allais dire, tant pis, on a testé, on s'est rattrapé, on essaye autre chose. Là, on essaye les bots. Donc, il y en a plusieurs. On a vu Léa à la SNCF, je ne sais pas si elle existe encore, Léa. Anna à Ikea. Donc, voilà. Et il y a Alexa qui se développe. Qu'est-ce que ça va donner ? On teste. L'important, c'est pas d'échouer, c'est d'échouer rapidement pour pouvoir passer. Et rebondir. L'important, c'est rebondir et d'être humble. C'est vrai que la posture de curiosité est devenue extrêmement vitale. C'est-à-dire qu'en tant que marketeur, si on n'est pas un peu curieux des nouveautés qui sortent, des nouvelles façons de faire, à l'écoute en permanence, et voilà pourquoi ce genre de conférence, il y a du monde, c'est le marketeur est toujours un pas en avant. Et par rapport aux commerciaux, tu disais tout à l'heure, il faut un claquement de doigts parce que voilà, mon client il a besoin de ça et moi je veux vendre, je suis là pour vendre. Eh ben, le marketing a posé un outil d'emailing directement aux agents et les agents peuvent faire leur propre campagne d'emailing avec un clic. Et puis maintenant, ils sont très contents, donc ça va. Ils se débrouillent et ils font une grosse partie de cette prospection un peu marketing directement. Donc c'est vraiment de la relation de service interne qu'on a aussi, pas seulement le client, mais aussi vers les autres fonctions de l'entreprise. Et voilà, c'est grâce à une certaine curiosité, une capacité d'adaptation sur la nouveauté. Et du coup, on est toujours un peu en avant, en train de tirer le reste des collègues, des autres métiers aussi. François, vous voulez dire un mot ? Oui, alors Second Life, juste pour revenir dessus, ils existent toujours, sauf que depuis 2007, puisque en France, en 2007, c'était la grande bagarre pour savoir si c'était Nicolas Sarkozy ou Ségolène Royal qui le premier réussirait à faire son île sur Second Life, parce que c'était l'enjeu fondamental de la présidentielle quand même, c'est important. Donc Second Life, depuis, existe et n'a pas recruté de nouveau. Il y a toujours le même nombre minuscule d'internautes sur Second Life. Ils ont fait une erreur, c'est qu'ils ont voulu battre monnaie trop rapidement et donc se fait flinguer par le gouvernement américain, ce qui n'aide pas les choses. Facebook maintenant commence à réfléchir à battre monnaie, mais ils ont un pouvoir peut-être plus grand que le gouvernement américain, donc ils s'en foutent un petit peu. Après, sur les approches, en effet, d'apprendre sur le tas un peu. Alors, il y a deux façons de les nommer. C'est ce qu'on appelle les startups du gros hacking. Alors on les regarde avec des gros yeux, ça paraît rigolo. C'est ce que les sociétés de consultants très chers vendent aussi. On appelle ça du lead management. C'est un peu différent. C'est beaucoup plus snob, mais c'est le même principe. C'est du test and learn. Dans tous les cas, le test and learn est une technique. Ce n'est pas une posture réelle. La posture, c'est qu'est-ce qu'on test and learn systématiquement. Il y a deux possibilités. Soit je test and learn les idées que j'ai, et puis j'y vais à toute vitesse, etc. Et c'est comme ça, je reviens sur mes 40% de startups qui réussissent même pas à arriver à la première levée de fonds parce qu'ils ont disparu avant. Ou soit j'ai une posture qui est tournée vers le consommateur, et donc je teste des choses qui sont favorables au consommateur. Et là, j'ai beaucoup plus de chances de succès. Donc, il ne faut pas confondre les postures et les outils, ce qui sont des choses totalement différentes.
Je rajoute juste effectivement à ça, François, je suis tout à fait en phase. Tu parlais, Norbert, des relations avec le reste de l'entreprise, des autres fonctions. Moi, j'aurais un axe qui est la relation à sa hiérarchie et la relation au groupe dans l'entreprise versus les individus. Et sur le rôle de la science et sur l'impact startup, si mon chef ne me donne pas la possibilité de faire du test and learn, parce qu'il n'a pas cette culture, parce qu'il est peut-être, je vais prendre des exemples très caricaturaux, donc vous ne m'en voulez pas, mais il vient plus, on va dire, d'une école française, de la stat et de l'étude. Il aimerait comprendre pourquoi arriver successivement avec des chiffres, ça marche pas, ça ne répond pas à sa question essentielle qui est du pourquoi. Or, comme aujourd'hui, on est beaucoup dans l'observation et gérer l'accumulation des expériences, je ne vais pas pouvoir répondre à son pourquoi, mais je vais lui dire ça marche. Ça ne lui suffira pas, et au bout d'un moment, mon budget test and learn, il va sauter au profit d'un budget étude pour comprendre. Et quand j'ai besoin de convaincre d'autres personnes dans l'entreprise, ou en tout cas de les entendre sur ce que pourrait être ma feuille de route, j'irais mon offre, parce que quelque part, on se trouve aussi dans cette logique-là. On a besoin de répondre très très vite, et on a besoin de répondre sur mesure. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnes dans l'entreprise qui se doutent qu'il y a quelque chose à voir avec le marketing dans leur truc, mais qui ne savent pas quoi. Et on va nous demander de jouer un rôle un peu de consultant interne et de dire comment dans ce projet tu fais entre guillemets rentrer du client, comment tout en gardant le time to market, etc., etc., etc. Il y a une grande différence entre la discussion personnelle qu'on peut avoir avec quelqu'un et la discussion avec un groupe qui prend une décision. Et dans un cas, les sciences vont être essentielles pour, argumenter et poser la décision, parce qu'on est face à un groupe qui va prendre une décision, guillemets, rationnelle. Et dans un autre cas, on est face à quelqu'un qui est convaincu et qui ne demande qu'à rentrer dans le test and learn, dans le on va le faire, et puis voilà. Je vois l'heure qui tourne. Alors on avait certes débuté avec quelques minutes de retard. Est-ce que, avant de proposer à la salle, donc si elle a quelques questions à poser, est-ce que vous avez un mot de la fin à rajouter par rapport à cette phase d'intervention, présentation de la table ronde? Oui, je voudrais quand même rajouter une chose, parce que on a l'impression que alors, le marketeur, il organise, et puis il y a des compétences partout, il fait appel aux compétences internes, etc. Mais il faudrait surtout pas penser que le marketeur, c'est quelqu'un qui passe les plats, mais il ne doit pas avoir lui aussi une forte compétence et comprendre. Je prenais juste prendre deux exemples complémentaires. Premier, vous êtes dans le marketing traditionnel, directeur des études, et un institut d'études vous propose quelque chose, et puis vous dites, tiens, cette bonne méthodologie est là. Si vous ne maîtrisez pas vous-même, même si ce n'est pas vous qui l'appliquez, mais vous ne maîtrisez pas les méthodologies, vous serez capable de vous faire balader avec des gens qui vous vendent n'importe quoi. Ils vous diront, ah, c'est vachement bien l'AFC, et là, 80% d'explications, etc. Bah oui, parce que elle a peu d'axes, donc c'est juste un artefact. Et de la même façon, si vous basez toute votre stratégie sur je vais mettre des bots en communication, en front office, etc. Donc je vais mettre de l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle, il y a tout. Il y a Watson d'IBM qui est hyper doué. Et puis vous avez des bots qui sont juste des imbéciles. Enfin, je ne sais pas comment on dit des imbéciles en langage informatique, mais qui sont capables de répondre n'importe quoi. Et si vous n'avez pas une certaine, comme malgré tout, maîtrise de ces techniques-là, vous allez vous faire balader par des gens qui se prétendent des experts et qui ne le sont pas. Donc quelque part, malgré tout, le marketeur, il doit être capable de s'informer, de comprendre et d'aller simplement au-delà d'une simple peinture superficielle sur les techniques. Oui, il faut se méfier des modes. Il y a beaucoup de modes ça va de plus en plus vite. Tel truc qui est à la mode, l'année d'après c'est terminé, c'est ringard, effectivement. Et pour les bots, oui, ce que j'explique souvent, c'est en relation client marketing, on apprend à travailler avec un bot. Donc formellement, parce que vous êtes en chat avec le client, il y a un bot qui essaye de vendre une MRH parce qu'on a oublié la commande, arrêtez le bot, on ne sait plus. Donc il faut apprendre à gérer le bot, expliquer au client qu'on est deux, mais en fait non, on n'est pas deux. L'autre c'est un imbécile de bot qui n'a pas compris, on est désolé, pardon. Et puis du coup, ça veut dire il faut techniquement comprendre comment ça fonctionne. Une de nos demandes, c'est de travailler avec les bot masters, un outil passionnant dans l'avenir, pour comprendre comment il a codé le truc et lui dire s'il te plaît, ne me code pas ça comme ça, parce que quand tu fais ça, les clients ne comprennent pas et on se retrouve
dans des situations kafkaïennes. Et voilà, c'est les curiosité, technologie, parce que ça va très vite, et en même temps garder le recul nécessaire pour pas se faire embarquer dans des trucs ineptes. Je crois que c'est lié aussi à l'abus de langage quand on parle d'intelligence artificielle. Enfin, confère le livre de Luc Julia, là, qui est l'inventeur ou le co-inventeur de Siri, qui dit c'est jamais qu'un algorithme. Donc, alors c'est sûr que si on parle d'un modèle algorithmique prédictif, c'est moins sexy que parler d'intelligence artificielle. Mais voilà, il n'y a pas d'intelligence derrière. Sinon, on arrive à des situations. Alors, effectivement, c'est une donnée qui faisait froid dans le dos quand on l'a apprise par rapport aux accidents aériens. Je ne sais pas si vous la connaissez, vous savez que dans 97% des cas, ceux qui ont été victimes d'un accident aérien, qui en sont morts, donc avaient bu du Coca-Cola dans la quinzaine précédente. Donc ça fait froid dans le dos quand même. Ça, voilà. Si on a droit aux exemples, donc. Je l'emprunte aussi à Aurélie Jean, c'est pour ajouter à la dose de curiosité qu'on vient d'avoir dans le portrait robot du marketeur de demain. Je reprends bien l'humilité aussi. Voilà, ça marche comme ça, entre guillemets, au sens ça se passe comme ça quand on le fait, et je ne comprends pas pourquoi, mais je comprends les méthodologies qui nous ont permis d'observer, et mises les unes à côté des autres, elles permettent de conclure, de décider. Moi j'ajouterais bien... En gros, le marketing, c'est comme les RH, c'est comme pas mal de fonctions d'entreprise, c'est une fonction support. Donc ok, l'intelligence artificielle n'existe pas, mais Uber existe quand même. Excusez-moi de ressortir le Uber, le machin. Avec des algorithmes, Uber a réussi à, faire ses choux gras d'un irritant majeur des autres compagnies qui se battaient sur la cerise sur le gâteau et qui avaient oublié de mettre le taxi à l'heure et, un fauteuil à peu près correct pour s'installer dedans. Donc elles ont travaillé sur un irritant, elles ont travaillé avec un algorithme qui permettait une promesse simple sur le cœur des attentes du client qui est « j'ai un taxi dans X minutes et voilà, je sais la durée ». Nous, fonction support, est-ce que nous garantissons aux collaborateurs, aux équipes, aux projets, aux autres directions, cette qualité ou cette promesse, cet engagement, je ne sais pas comment on dit, vis-à-vis des informations, des services qu'ils attendent du marketing. Et si nous ne leur garantissons pas, ce qu'a expliqué tout à l'heure Jean-Marie avec les outils de marketing distribués, les campagnes en un clic pour l'agent, avec le CRM pour le collaborateur, si nous ne la garantissons pas, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les collaborateurs vont uberiser les fonctions support en interne? Donc je pense qu'il y a aussi dans les qualités du marketeur de demain une dose de techno, une bonne dose de MacGyver pour, avant même que l'intelligence artificielle soit co-construite par les collaborateurs pour accéder à l'information marketing dont j'ai besoin au moment T, pouvoir la distribuer, pouvoir créer ces réseaux qui ne sont pas simplement des réseaux humains, mais qui sont des réseaux physiques de transport de l'information client qui permet de faire du business.